c'est Raphaël. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une ambiance très calme avec un petit thé, chandelle et un livre de contes pour vous relaxer. Alors, comme je vous l'avais dit, en tout cas ici, il fait de plus en plus froid. Alors, installez-vous bien au chaud, confortablement, avec peut-être aussi un thé. Puis, relaxez-vous. Ce sera peut-être aussi l'occasion de découvrir des contes de Jacob et Wilhelm Grimm. Il y en a certainement quelques-uns que vous connaissez déjà, mais sûrement pas tous. Alors, je vais commencer maintenant. Déjà, je suis convaincu que les premiers titres vous disent quelque chose. Blanche-Neige, Cendrillon, Hansel et Gretel, Le Petit Chaperon Rouge, Réponse, Tom Pouce, Le Valeureux Petit Tailleur, peut-être moins celui-là. Et ensuite, en tout cas pour ma part, les autres me disent pas grand-chose. Les 6 frères Cygne, Le Fidèle Jean, Demoiselle Méline, La Princesse, Dame Hiver, Les 3 Plumes, etc. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. 82 contes des frères Grimm dans ce recueil-là, répartis sur 508 pages, ce qui est quand même pas mal. Même si c'est une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent, j'aimerais quand même commencer par le début, par Blanche-Neige. Et au pire, on se fera une prochaine vidéo avec d'autres contes. Ça peut être la première partie de plusieurs vidéos, si le concept vous plaît. Alors c'est parti avec Blanche-Neige. Cela se passait en plein hiver, et les flocons de neige tombaient du ciel comme un duvet léger. Une reine était assise à sa fenêtre, encadrée de bois d'ébène, et coussait. Tout en tirant l'aiguille, elle regardait voler les blancs flocons. Elle se piqua au doigt, et 3 gouttes de sang tombèrent sur la neige. Ce rouge sur le blanc faisait si bel effet qu'elle se dit: si seulement j'avais un enfant aussi blanc que la neige, aussi rose que le sang, aussi noir que le bois de ma fenêtre. Peu de temps après, une fille lui naquit. Elle était blanche comme neige, rose comme sang, et ses cheveux étaient noirs comme de l'ébène. On l'appela Blanche-Neige. Mais la reine mourut en lui donnant le jour. Au bout d'une année, le roi épousa une autre femme. Elle était très belle, mais elle était fière et vaniteuse et ne pouvait souffrir que quelqu'un la surpassât en beauté. Elle possédait un miroir magique. Quand elle s'y regardait en disant « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondait « Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. » Et elle était contente. Elle savait que le miroir disait la vérité. Blanche-Neige, cependant, grandissait et devenait de plus en plus belle. Quand elle lui atteint ses 7 ans, elle était déjà plus jolie que le jour et plus belle que la reine elle-même. Un jour que celle-ci demandait au miroir: « Miroir, joli miroir, qui est la plus belle au pays ?» Celui-ci répondit: « Madame la
Mais Blanche-Neige est encore 1000 fois plus belle. La reine en fut épouvantée. Elle devint jaune et verte de jalousie. À partir de là, chaque fois qu'elle apercevait Blanche-Neige, son cœur se retournait dans sa poitrine tant elle éprouvait de haine à son égard. La jalousie et l'orgueil croissaient en elle comme mauvaises herbes. Elle en avait perdu le repos, le jour et la nuit. Elle fit venir un chasseur et lui dit: « Emmène l'enfant dans la forêt. Je ne veux plus la voir. Tue-la et rapporte-moi, pour preuve de sa mort, ses poumons et son foie. » Le chasseur obéit et conduisit Blanche-Neige dans le bois. Mais quand il eut dégainé son poignard pour en percer son cœur innocent, elle se mit à pleurer et dit: « Oh, cher chasseur, laisse-moi la vie. Je m'enfoncerai au plus profond de la forêt et ne rentrerai jamais à la maison. » Et parce qu'elle était belle, le chasseur eut pitié d'elle et dit: « Sauve-toi, pauvre enfant. » Les bêtes de la forêt auront au fait de la dévorer, songeait-il. Et malgré tout, il se sentait soulagé de ne pas avoir dû la tuer. Un marcassin passait justement. Il le tua de son poignard, prit ses poumons et son foie et les apporta à la reine comme preuve de la mort de Blanche-Neige. Le cuisinier reçut ordre de les apprêter, et la méchante femme les mangea, s'imaginant qu'ils avaient appartenu à Blanche-Neige. La pauvre petite, elle, était au milieu du bois, toute seule. Sa peur était si grande qu'elle regardait toutes les feuilles de la forêt, sans savoir ce qu'elle allait devenir. Elle se mit à courir sur les cailloux pointus et à travers les épines. Les bêtes sauvages bondissaient autour d'elle, mais ne lui faisaient aucun mal. Elle courut jusqu'au soir, aussi longtemps que ses jambes purent la porter. Elle aperçut alors une petite maisonnette et y pénétra pour s'y reposer. Dans la maisonnette, tout était minuscule, gracieux et propre. On y voyait une petite table couverte d'une nappe blanche, avec 7 petites assiettes et 7 petites cuillères, 7 petites fourchettes et 7 petits couteaux, et aussi 7 petits gobelets. Contre le mur, il y avait 7 petits lits alignés, les uns à côté des autres, et recouverts de draps tout blancs. Blanche-Neige avait si faim et si soif qu'elle prit dans chaque assiette un peu de légumes et de pain et but une goutte de vin dans chaque gobelet, car elle ne voulait pas manger la portion tout entière de l'un des convives. Fatiguée, elle voulut ensuite se coucher, mais aucun des lits ne lui convenait. L'un était trop long, l'autre trop court. Elle les essaya tous. Le 7e, enfin, fut à sa taille. Elle s'y allongea, se confia à Dieu et s'endormit. Et s'endormit, 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 s'endormit. Elle s'endormit, 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 s'endormit. Quand la nuit fut complètement tombée, les propriétaires de la maisonnette arrivaient. C'étaient 7 nains qui, dans la montagne, travaillaient à la mine. Ils allumèrent leurs 7 petites lampes et quand la lumière illumina la pièce, ils virent que quelqu'un y était venu, car tout n'était plus tel qu'ils l'avaient laissé. Le premier dit: « Qui
s'est assis sur ma petite chaise. Le deuxième qui a mangé dans ma petite assiette. Le troisième qui a pris de mon pain. Le quatrième qui a mangé de mes légumes. Le cinquième qui s'est servi de ma fourchette. Le sixième qui a coupé avec mon couteau. Le septième qui a bu dans mon gobelet. Le premier, en se retournant, vit que son lit avait été dérangé. Les autres s'approchèrent en courant et chacun s'écria. Dans le mien aussi, quelqu'un s'est couché. Mais le septième, quand il regarda dans son lit, il vit Blanche-Neige endormie. Il appela les autres qui vinrent bien vite et poussèrent des cris étonnés. Ils prirent leurs 7 petites lampes et éclairèrent le visage de Blanche-Neige. Seigneur Dieu, s'écrièrent-ils, que cet enfant est joli. Ils en eurent tant de joie qu'ils ne l'éveillèrent pas et la laissèrent dormir dans le petit lit. Le septième des nains coucha avec ses compagnons. 1 heure avec chacun, et la nuit passa ainsi. Au matin, Blanche-Neige s'éveilla. Quand elle vit les 7 nains, elle s'effraya. Mais ils la regardaient avec amitié et posaient déjà des questions. « Comment t'appelles-tu? »« Je m'appelle Blanche-Neige, répondit-elle. »« Comment es-tu venue jusqu'à nous? » Elle leur raconta que sa belle-mère avait voulu la faire tuer, mais que le chasseur lui avait laissé la vie sauve et qu'elle avait ensuite couru tout le jour jusqu'à ce qu'elle trouvât cette petite maison. Les nains lui dirent: « Si tu veux t'occuper de notre ménage, faire à manger, faire les lits, laver, coudre et tricoter, si tu tiens tout en ordre et en propreté, tu pourras rester avec nous et tu ne manqueras de rien. »« D'accord, d'accord, de tout mon cœur, » dit Blanche-Neige. Et elle resta auprès d'eux. Elle s'occupa de la maison. Le matin, les nains partaient pour la montagne où ils arrachaient le fer et l'or. Le soir, ils s'en revenaient et il fallait que leur repas fût prêt. Toute la journée, la jeune fille restait seule. Les bons petits nains l'avaient mise en garde. « Méfie-toi de ta belle-mère. Elle saura bientôt que tu es ici. Ne laisse entrer personne. » La reine, cependant, après avoir mangé les poumons et le foie de Blanche-Neige, s'imaginait qu'elle était redevenue la plus belle de toutes. Elle se mit devant son miroir et demanda: « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? » Le miroir répondit: « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. » La reine en fut bouleversée. Elle savait que le miroir ne pouvait mentir. Elle comprit que le chasseur l'avait trompée et que Blanche-Neige était toujours en vie. Elle se creusa la tête pour trouver un nouveau moyen de la tuer, car aussi longtemps qu'elle ne serait pas la plus belle au pays, et elle savait que la jalousie ne lui laisserait aucun repos. Ayant finalement découvert un stratagème, elle se farda le visage et s'habilla comme une vieille marchande ambulante. Elle était méconnaissable, 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 méconnaissable. Ainsi déguisée, elle franchit les 7 montagnes derrière lesquelles vivaient les 7 nains. Elle frappa à la porte et dit: « J'ai du bon à vendre, à vendre. » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit:
ajustée comme il faut. Blanche-Neige était sans méfiance. Elle se laissa passer le nouveau corselet. Mais la vieille serra rapidement et si fort que la jeune fille perdit le souffle et tomba comme morte. « Et maintenant, tu as fini d'être la plus belle, » dit la vieille en s'enfuyant. Le soir, peu de temps après, les 7 nains rentrèrent à la maison. Quel effroi fut le leur lorsqu'ils virent leur chère Blanche-Neige étendue sur le sol, immobile et comme sans vie. Ils la soulevèrent et virent que son corselet la serrait trop. Ils en coupèrent vite le corselet. La jeune fille commença à respirer doucement et peu à peu elle revint à elle. Quand les nains apprirent ce qui s'était passé, ils dirent: « La vieille marchande n'était autre que cette mécréante de reine. Garde-toi de ne laisser entrer personne quand nous ne serons pas là. » La méchante femme, elle, dès son retour au château, s'était placée devant son miroir et avait demandé: « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? » Une nouvelle fois, le miroir avait répondu: « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. Quand la reine entendit ces mots, elle en fut si bouleversée qu'elle sentit son cœur étouffé. Elle comprit que Blanche-Neige avait retrouvé la vie. « Eh bien, dit-elle, je vais trouver quelque moyen qui te fera disparaître à tout jamais. » Par un tour de sorcellerie qu'elle connaissait, elle empoisonna un peigne. Elle se déguisa à nouveau et prit l'aspect d'une autre vieille femme. Elle franchit ainsi les 7 montagnes en direction de la maison des 7 nains, frappa à la porte et cria: « Bonne marchandise à vendre. » Blanche-Neige regarda par la fenêtre et dit: « Passez votre chemin, je n'ai le droit d'ouvrir à quiconque. » « Mais tu peux bien regarder, dit la vieille en lui montrant le peigne empoisonné. « Je vais te peigner joliment. » La pauvre Blanche-Neige ne se douta de rien et laissa faire la vieille. À peine le peigne eut-il touché ses cheveux que le poison agit et que la jeune fille tomba sans connaissance. « Et voilà, dit la méchante femme, c'est en fait de toi, prodige de beauté. » Et elle s'en alla. Par bonheur, le soir arriva vite et les 7 nains rentrèrent à la maison. Quand ils virent Blanche-Neige étendue comme morte sur le sol, ils songèrent aussitôt à la marâtre, cherchèrent et trouvèrent le peigne empoisonné. Dès qu'il l'eut retiré de ses cheveux, Blanche-Neige revint à elle et elle leur raconta ce qui s'était passé. Ils lui demandèrent une fois de plus d'être sur ses gardes et de n'ouvrir à personne. Rentrée chez elle, la reine s'était placée devant son miroir et avait demandé: « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? » Comme la fois précédente, le miroir répondit: « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici. » Mais par-delà les monts d'airain, auprès des gentils petits nains, Blanche-Neige est 1000 fois plus belle. Quand la reine entendit cela, elle se mit à trembler de colère. « Il faut que Blanche-Neige meure, » s'écria-t-elle. « Dussé-je en périr moi-même? » Elle se rendit dans une chambre sombre et isolée où personne n'allait jamais et y prépara une pomme empoisonnée. Extérieurement, elle semblait belle, blanche et rouge, si bien qu'elle faisait envie à quiconque la voyait. Mais il suffisait d'en manger un tout petit morceau, un tout petit morceau, un tout petit morceau pour mourir. Quand tout fut prêt, la reine se farda le visage et se déguisa en paysanne. Ainsi transformée, elle franchit les 7 montagnes pour aller chez les 7 nains.
Elle frappa à la porte. Blanche-Neige se pencha à la fenêtre et dit: Je n'ai le droit de laisser entrer quiconque ici. Les 7 nains me l'ont interdit. D'accord, répondit la paysanne. J'arriverai bien à vendre mes pommes ailleurs, mais je vais t'en offrir une. Non, dit Blanche-Neige, je n'ai pas le droit d'accepter quoi que ce soit. Aurais-tu peur d'être empoisonné? Demanda la vieille. Regarde, je partage la pomme en deux. Tu mangeras la moitié qui est rouge, moi celle qui est blanche. La pomme avait été traitée avec tant d'art que seule la moitié était empoisonnée. Blanche-Neige regarda le fruit avec envie. Quand elle vit que la paysanne en mangeait, elle ne put résister plus longtemps. Elle tendit la main et prit la partie empoisonnée de la pomme. À peine y eut-elle mis les dents qu'elle tomba morte sur le sol. La reine la regarda de ses yeux méchants, ricana et dit: Blanche comme neige, rose comme sang, noire comme ébène, cette fois-ci les nains ne pourront plus te réveiller. Et quand elle fut de retour chez elle, elle demanda au miroir: Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays? Celui-ci répondit: Enfin, Madame la reine, vous êtes la plus belle au pays. Et son cœur jaloux trouva le repos, pour autant qu'un cœur jaloux puisse le trouver. Quand, au soir, les petits nains arrivèrent chez eux, ils trouvèrent Blanche-Neige étendue sur le sol, sans souffle. Ils la soulevèrent, cherchèrent s'il y avait quelque chose d'empoisonné, défirent son corselet, coiffèrent ses cheveux, la lavèrent avec de l'eau et du vin. Mais rien n'y fit. La chair de l'enfant était morte, et morte elle restait. Ils la placèrent sur une civière, s'assirent tous les 7 autour d'elle et pleurèrent 3 jours durant, puis se préparèrent à l'enterrer. Mais elle était restée fraîche comme un être vivant et ses jolies joues étaient roses comme auparavant. Ils dirent: Nous ne pouvons la mettre dans la terre noire. Ils fabriquèrent un cercueil de fer transparent où on pourrait la voir de tous les côtés. L'y installèrent et écrivirent dessus son nom en lettres d'or, en ajoutant qu'elle était fille de roi. Ils portèrent le cercueil en haut de la montagne, et l'un d'eux, sans cesse, monta la garde auprès de lui. Longtemps Blanche-Neige resta ainsi, dans son cercueil, toujours aussi joli. Il arriva qu'un jour, un prince qui chevauchait par la forêt s'arrêta à la maison des nains pour y passer la nuit. Il vit le cercueil au sommet de la montagne et la jolie Blanche-Neige. Il dit aux nains: Laissez-moi le cercueil, je vous en donnerai ce que vous voudrez. Mais les nains répondirent: Nous ne vous le donnerons pas pour tout l'or du monde. Il dit: Alors, donnez-le-moi pour rien, car je ne pourrai plus vivre sans voir Blanche-Neige. Je veux lui rendre honneur et respect, comme à ma bien-aimée. Quand ils entendirent ces mots, les bons petits nains furent saisis de compassion et ils lui donnèrent le cercueil. Le prince le fit emporter sur ses épaules de ses serviteurs. Comme ils allaient, ainsi, l'un d'eux buta sur une souche. La secousse fit glisser hors de la gorge de Blanche-Neige le morceau de pomme empoisonné.
avait mangé. Bientôt après, elle ouvrit les yeux, souleva le couvercle du cercueil et se leva. Elle était de nouveau vivante. « Seigneur, où suis-je » demanda-t-elle. « Auprès de moi » répondit le prince, plein d'allégresse. Il lui raconta ce qui s'était passé, ajoutant « Je t'aime plus que tout au monde. Viens avec moi, tu deviendras ma femme. » Blanche-Neige accepta. Elle accompagna, et leurs noces furent célébrées avec magnificence et splendeur. La méchante reine, belle-mère de Blanche-Neige, avait également été invitée au mariage après avoir revêtu ses plus beaux atours. Elle prit place devant le miroir et demanda « Miroir, miroir joli, qui est la plus belle au pays ?» Le miroir répondit « Madame la reine, vous êtes la plus belle ici, mais la jeune souveraine est 1000 fois plus belle. » La méchante femme proféra un affreux juron, et elle eut si peur qu'elle en perdit la tête. Et c'est ainsi que finit Blanche-Neige. Le conte est légèrement différent que celui dont je me rappelais. Il faut dire aussi que il y a eu des films, il y a eu toutes sortes d'histoires modifiées de Blanche-Neige, donc c'est peut-être pour ça. En tout cas, en voici la vraie version. C'est légèrement plus long que je pensais, donc peut-être que je vais en lire un deuxième et que ça va être tout parce que sinon on va y passer des heures. J'espère vraiment que ça vous relaxe. J'aimerais que vous me disiez en commentaire ce que vous en pensez. Si vous aimez ça, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos comme celle-là. Si vous aimeriez une partie 2. J'en profite aussi pour vous dire, si vous êtes toujours là et si vous n'êtes pas endormi, que si vous appréciez la vidéo, de ne pas hésiter à mettre un pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne. Puis je tenais aussi à vous dire que ça me fait toujours très plaisir de lire vos retours en commentaire. Peut-être que parfois vous vous dites bah, ça vaut pas la peine, mais ça me fait toujours chaud au cœur de lire vos commentaires. Puis en tout cas, jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup de retours positifs. Donc, ben déjà, j'aime faire des vidéos. Mais en plus, quand je sais que des gens les écoutent, puis qu'ils apprécient, ça me donne encore plus envie de continuer. On continue avec Cendrillon. Il y avait une fois un homme fort riche dont la femme tomba malade. Se sentant près de sa fin, elle fit venir à son chevet sa fille unique qui était encore toute petite. Ma chère enfant, lui dit-elle, sois toujours bonne et prieuse, et le bon Dieu t'aidera. Quant à moi, je regarderai de là-haut, et toujours je serai auprès de toi. Après quoi, ayant clos ses paupières, elle mourut. Chaque jour, la jeune fille allait pleurer sur la tombe de sa mère, et
Ainsi, elle resta bonne et pieuse. Le cimetière était caché sous la neige comme sous un suaire, et, quand il en fut dégagé par le soleil, le père prit d'une autre femme. Celle-ci amena dans la maison 2 filles, blanches et belles de figure, mais noires et laides de cœur. Dès lors, pour la pauvre enfant commença une vie bien dure. Qu'est-ce que cette créature fait dans notre chambre, disait-elle. Qui veut manger doit gagner son pain. La place de servante est à la cuisine. Elles lui enlevèrent ses beaux habits, la vêtirent d'un vieux casaquin de toile grise, et après l'avoir bien raillée, la menèrent à la cuisine, où elle fut forcée de faire les plus gros ouvrages, de se lever avant l'aube, de puiser de l'eau, d'allumer le feu, d'apprêter les repas et la lessive. Ses sœurs, par-dessus le marché, lui faisaient toutes les malices possibles. Elle se moquait d'elle et lui répandait ses pois dans les cendres pour qu'elle les ramassât. Le soir, lorsqu'elle était lasse de travailler, elle n'avait pas de lit pour dormir et elle devait se coucher dans les cendres du foyer. Elle paraissait donc toujours sale et poudreuse, et c'est pourquoi on la surnommait Cendrillon. Il arriva qu'un jour, son père, allant à la voir, demandait à ses 2 belles filles ce qu'elles voulaient, qu'il leur apporta. De belles robes, dit l'aînée, des perles et des diamants, dit la cadette. Et toi, Cendrillon, que veux-tu? Que vous me coupiez la première branche qui, à votre retour, touchera votre chapeau. Elle fit donc en plaide pour les 2 sœurs de superbes robes, de perles et de pierres précieuses, puis en revenant, comme il traversait un bois, son chapeau fut heurté par une branche de coudrier qui le jeta à terre. Il cassa la branche et l'emporta. De retour au logis, il donna à ses belles filles les objets qu'elles avaient désirés, et à Cendrillon la branche de coudrier. Après l'avoir remerciée, celle-ci s'en fut à la tombe de sa mère, planta la branche et l'arrosa de ses larmes. La branche crut bientôt et devint un arbre superbe. 3 fois par jour, Cendrillon allait prier et pleurer sous son ombre, et chaque fois voltait un petit oiseau qui lui jetait tout ce qu'elle demandait. Or, il advint que le roi fit préparer une grande fête qui devait durer 3 jours. Il y convia toutes les jolies filles du pays afin que son fils pût faire choix d'une épouse. En apprenant qu'elles étaient de ce nombre, les 2 sœurs ne se sentirent pas de joie. Elles appelèrent Cendrillon et lui dirent: « Arrange bien nos cheveux, cire nos souliers et attache nos boucles. Nous allons à la fête que le roi donne au château. » Cendrillon obéit, mais en pleurant, elle aurait bien voulu aller au bal, et elle supplia sa belle-mère de lui en donner la permission. Comment, toi, si sale et si poudreuse, toi, Cendrillon, dit la marâtre, tu veux aller au bal et tu n'as pas même une robe. Tu veux danser et tu n'as seulement pas de souliers. Comme la jeune fille ne cessait de la prier, elle lui dit: « J'ai laissé choir un plat de lentilles dans les cendres. Si dans 2 heures tu les as ramassées, tu pourras sortir. » Cendrillon s'en alla au jardin et dit: « Gentils pigeons, tourterelles, et vous tous, oiselets qui volez par les airs, accourez et m'aidez à chercher. Les bonnes au pot, les autres au bec. » 2 blancs pigeons entrèrent dans la
cuisine par la fenêtre, puis arrivèrent les tourterelles et les autres menus oiseaux. Et ils guettèrent dans les cendres. Les pigeons balancèrent leurs petites têtes en faisant pic, 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 pic. Les autres aussi firent pic, 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 et mirent dans le plat toutes les bonnes graines. En moins d'une heure, ils eurent fini et s'envolèrent. Cendrillon, toute joyeuse, apporta alors le plat à sa belle-mère. Elle se figurait qu'elle pourrait se rendre au bal, mais la méchante femme lui dit « Non, tu ne viendras pas avec nous, tu n'as pas de robe, et d'ailleurs, tu ne sais pas danser. » Comme Cendrillon pleurait, elle ajouta « Retire-moi des cendres dans une heure, 2 plats de lentilles, et tu viendras avec nous. » Persuadée que la pauvre fille n'en sortirait point, elle jeta dans les cendres les 2 plats de lentilles, mais Cendrillon retourna au jardin et dit « Gentils pigeons, tourterelles, et vous tous, oiselets qui volez par les airs, accourez et m'aidez à chercher. Les bonnes au pot, les autres au bec. » Et comme la première fois, 2 blancs pigeons entrèrent dans la cuisine par la fenêtre, puis arrivèrent les tourterelles et tous les autres menus oiseaux qui volent par les airs, et ils guettèrent dans les cendres. Les pigeons balancèrent leurs petites têtes en faisant pic, 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 pic. Les autres aussi firent pic, 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 et mirent dans les plats toutes les bonnes graines. Une demi-heure ne s'était pas écoulée qu'elles avaient fini et s'envolaient. Cendrillon, toute joyeuse, apporta alors les plats à sa belle-mère et se figurait qu'elle pourrait se rendre au bal. Mais la marâtre lui dit « C'est inutile, tu ne viendras pas avec nous, tu n'as pas de robe, tu ne sais pas danser, et nous rougirons de toi. » Sur quoi elle tourna le dos et partit avec ses 2 insolentes filles. Une fois seule à la maison, Cendrillon s'en fut à la tombe de sa mère sous le coudrier et dit « Petit arbre, balance-toi et secoue-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » L'oiselet alors lui donna une robe d'or et d'argent avec des pantoufles brodées d'or et de soie. Elle mit la belle robe et alla à la fête. Ni les sœurs ni la belle-mère ne la reconnurent. Elles crurent voir une princesse étrangère, tant elle était éblouissante dans sa robe magnifique. Elle ne pensait guère à Cendrillon, qu'elle l'avait laissé au logis dans les cendres. Le fils du roi alla au-devant de la dame inconnue, lui ouvrit la main et dansa avec elle. Il ne voulut même pas en faire danser d'autres ce jour-là. Il garda toujours la main de la jeune fille et, quand on venait l'inviter, il répondait « Celle-ci danse avec moi. » Après avoir dansé jusqu'au soir, elle songea à se retirer. « Je vais vous reconduire, » lui dit le prince. Il brûlait de savoir qui était cette charmante jeune fille. Mais elle s'échappa et sauta dans le pigeonnier. Le prince attendit l'arrivée du père et lui montra l'endroit où était cachée l'étrangère. « Si c'était Cendrillon, se dit le père. » Il se fit rapporter une hache, brisa le pigeonnier et n'y trouva personne. Quand tous les 2 entrèrent en la maison, Cendrillon était accroupi dans les cendres, avec son vieux casaquin gris et une petite lampe achevant de brûler sur le foyer. Cendrillon était descendu rapidement de l'autre côté et avait couru au coudrier. Aussitôt, ôtant sa belle robe, elle l'avait déposée sur la tombe où l'oiseau la reprit. Ensuite, elle s'était replacée
dans les cendres avec son vieux casaquin. La fête continua le lendemain, et lorsque son père, sa mère et sa belle-sœur furent partis, la jeune fille s'en alla sur le coudrier. « Petit arbre, balance-toi et secoue-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Loiselet, alors, lui fit don d'une robe plus étincelante encore que la précédente, et quand elle apparut dans le bal, parée de cette robe, chacun fut émerveillé de sa beauté. Le prince qui l'attendait la prit aussitôt par la main et ne dansa qu'avec elle. Lorsqu'on s'approchait pour l'inviter, il disait « Celle-ci danse avec moi. » Le soir venu, elle parla de s'en retourner et le fils du roi lui offrit de l'accompagner afin de voir où elle irait. Mais elle lui échappa dans le jardin derrière la maison. Il s'y trouvait un superbe poirier tout couvert de belles poires. Cendrillon y grimpa, leste comme un écureuil, et si bien que le prince ne sut pas où elle s'était cachée. Elle attendit pourtant le retour du père et lui dit « L'étrangère m'a encore échappé, et je crois bien qu'elle a grimpé sur le poirier. » Si c'était Cendrillon, se dit de nouveau le père. Il envoya quérir une hache et coupa l'arbre, mais on n'y trouva personne. Et quand ils entrèrent dans la cuisine, Cendrillon, comme d'habitude, était accroupie dans les cendres, car elle s'était dépêchée de rendre sa belle robe à Loiselet du coudrier et avait repris son casaquin gris. Le surlendemain, après avoir vu partir ses sœurs et ses parents, Cendrillon s'en alla à la tombe de sa mère et dit « Petit arbre, balance-toi et secoue-toi, jette de l'or et de l'argent sur moi. » Loiselet alors lui jeta une robe d'une richesse telle que la jeune fille n'en avait pas encore vu de semblable, ainsi que des pantoufles en or. Lorsqu'elle entra dans la salle du bal, tous restèrent muets d'admiration. Le prince ne dansa qu'avec elle seule, et si quelqu'un l'invitait, il répétait « Celle-ci danse avec moi. » Quand vint le soir, elle voulut partir, et le fils du roi offrit de l'accompagner, mais elle s'enfuit si rapidement qu'il ne put suivre ses pas. Or, le prince s'était avisé d'un artifice. Il avait ordonné qu'on mît de la bois sur les escaliers, et la pantoufle de Cendrillon y resta attachée. Le fils du roi s'en empara. Elle était tout en or, aussi charmante que mignonne. Le jour suivant, il s'en alla chez le père de la fugitive et lui déclara qu'il prendrait pour femme celle qui pourrait chausser la pantoufle d'or. Les deux sœurs furent enchantées, car elles avaient le pied fort petit. L'aînée s'enfuit à sa chambre avec sa mère pour essayer la pantoufle, mais comme la pantoufle était trop étroite, elle ne réussit pas à y faire entrer l'orteil. La mère alors lui tendit un couteau en disant « Coupe l'orteil, lorsque tu seras reine, tu n'iras plus à pied. » La jeune fille se coupa donc l'orteil et le pied put entrer. Ensuite, en cachant la douleur, elle alla retrouver le prince. Celui-ci la prit en groupe comme sa fiancée et s'enfuit avec elle. Mais quand le couple passa devant la tombe sous le coudrier, les deux pigeons qui étaient perchés dirent ensemble « Roqueticook, 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 roqueticook. » Le soulier est rouge de sang, le soulier n'est pas assez grand, la vraie fiancée est encore à la maison. Le prince aussitôt jeta les yeux sur le pied de sa compagne et vit le sang qui sortait de la pantoufle. Il tourna bride, reconduisit la fausse fiancée à son père et demanda que la seconde sœur essayât la pantoufle d'or. Celle-ci monta donc à sa chambre et les 5 doigts du pied entrèrent sans peine dans la pantoufle. Mais le talon était trop gros. Sa mère lui tendit un couteau et lui dit « Coupe le talon. Lorsque tu seras reine, tu n'iras plus à pied.
La jeune fille se coupa un morceau du talon, fit entrer ainsi le pied dans la pantoufle et la montra au prince, qui prit sa fiancée en groupe et s'enfuit. Mais quand on passa devant la tombe, les deux pigeons qui guettaient sur le coudrier répétèrent. Roqueticook, 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 roqueticook. Le soulier est rouge de sang, le soulier n'est pas assez grand. La vraie fiancée est encore à la maison. Et le prince baissa les yeux sur le pied de sa compagne et vit le sang qui sortait de la pantoufle et qui tachait le bas blanc. Il tourna près de Derchef et conduisit et reconduisit chez elle la fausse fiancée. « Ce n'est pas encore la fiancée que je veux, dit-il. Est-ce que vous n'avez pas une autre fille? » « Non, dit le père. Il ne reste que Cendrillon, la fille de ma défunte femme, et elle ne saurait être la fiancée. Le prince voulut qu'on l'acquérir, mais la belle-mère répondit: c'est impossible, elle est beaucoup trop malpropre pour se montrer. Il exigea qu'on l'amenât, et on alla prévenir Cendrillon. Elle se lava la figure, les mains. Ensuite, elle entra et fit la révérence au prince qui lui présenta la pantoufle d'or. Elle ôta son gros soulier, posa le pied gauche sur la pantoufle, appuya légèrement et se trouva chaussée à merveille. Elle regarda alors le fils du roi en face et la reconnut et dit: voici la vraie fiancée. La belle-mère et ses filles pâlirent à la fois de peur et de colère, mais le fils du roi prit la main de Cendrillon et l'emmena sur son cheval. Et quand le jeune couple passa devant le coudrier, les deux pigeons blancs s'écrièrent: Roqueticook, 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 roqueticook. Dans le soulier, pas de sang. Le soulier est assez grand. C'est la vraie fiancée qu'ils mènent à la maison. Après quoi, ils allèrent percher sur les épaules de Cendrillon, l'un à droite, l'autre à gauche, et restèrent ainsi tout le long de la route. Lorsque arriva le jour du mariage, les méchantes sœurs se présentèrent pour prendre part au bonheur de Cendrillon. Au moment où le cortège entra dans l'église, comme l'aîné marchait à la droite et la cadette à gauche de Cendrillon, les pigeons leur piquèrent un œil à chacune. La cérémonie terminée, quand on sortit, l'aîné se trouva à gauche et la cadette à droite, et les pigeons leur piquèrent l'autre œil. Et c'est ainsi qu'en restant aveugles toute la vie, elles expièrent leur perfidie et leur méchanceté. Et c'est ainsi que se termine Cendrillon. Une prochaine fois, on sera rendu à Hansel et Gretel, si ça vous intéresse toujours. Alors, vous voyez que c'est pas toujours beau ce qui se passe dans les contes des frères Grimm. Parfois plus violent que ce qu'on s'est fait raconter quand on était jeune, ou de ce qu'on a vu à la télévision, en dessin animé. Mais je trouve ça toujours très intéressant de lire les originaux, même si ça reste une traduction. J'ai toujours aimé découvrir les œuvres originales. Alors vous me direz ce que vous en pensez, si vous êtes toujours réveillé et ou si vous êtes rendu jusqu'à la fin. J'espère vraiment que cette vidéo là vous a plu. En tout cas, moi j'aime toujours faire des lectures. Alors comme toujours, vous me direz si tout était bon, l'image, le son, si tout était à votre goût, et ou si vous avez